Bonjour à tous. L'endométriose est rencontrée chez de nombreuses femmes. Qu'est-ce que l'endométriose? Quels en sont les symptômes et comment les traiter? Nous allons essayer de répondre ensemble dans Duo de Doc à toutes ces questions. Pour cela, un invité à ma droite, le docteur Claude Alouche. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous travaillez en ce moment à l'hôpital Laniado de Natania. Vous avez également à Natania une consultation ainsi qu'à Ranana en copatrolim. Vous avez par le passé travaillé à l'hôpital d'Évreux comme chef de pôle, mère-enfant, donc au centre hospitalier d'Évreux. Comme d'habitude, nous sommes en très bonne compagnie. Il est là depuis le début, il sera là pour toujours. Le docteur Jean-Jacques Herbstein, lui qui nous écoute, qui nous reçoit, qui nous instruit du fin fond de sa Moselle, dans l'est de la France. Bonjour, docteur Herbstein. Bonjour. Comment se sont passées vos vacances, docteur? Mal, j'ai une sciatique. Aïe, 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 ça c'est douloureux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a déjà parlé de la sciatique dans du dodoc? Ah non, je peux t'en parler, alors. On y pensera, malheureusement, c'est douloureux, c'est fréquent. Prochain sujet peut-être. Et à ma gauche, la jeune, la charmante, la toute belle. Oh oui. Pourquoi tu rigoles, Galit? Mais parce que je suis jeune, belle et... Mais on ne dit pas que des bêtises sur Tandem. Non, non, on dit surtout des choses complètement sensées. Alors, on va commencer tout de suite. On va redevenir un tout petit peu sérieux. Je vais commencer par la question la plus basique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, docteur Alouche, ce que c'est que l'endométriose? Alors l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante qui va toucher certaines femmes chez qui du tissu de l'endomètre va se développer ailleurs que dans l'endomètre. Ce sont des cellules qui vont se développer dans d'autres organes, on va y revenir tout à l'heure, et donc qui est responsable principalement de douleurs. L'endomètre, c'est la tunique interne de l'utérus qui se développe au fur et à mesure que le cycle avance, et donc qui s'élimine au moment des règles. Et lorsque ce tissu va se développer ailleurs que dans l'utérus, eh bien, ça va entraîner des symptômes comme l'endométriose. Alors justement, docteur Epstein, vous en tant que médecin généraliste, on vous consulte en général de prime abord quand des symptômes apparaissent. Quels sont les symptômes qui peuvent vous faire évoquer un problème de type d'endométriose? C'est assez compliqué parce que tout compte fait, il n'y a pas de symptômes vraiment cardinal où on peut dire ah c'est ça, c'est dans l'endométriose. Et puis surtout, les jeunes femmes ne viennent pas forcément consulter pour ce problème. Elles viennent consulter pour autre chose. Et puis au cours de la conversation, elles disent ah bah tiens, est-ce que vous pouvez me prescrire je sais pas moi, un anti-inflammatoire, un antalgique, parce que j'ai des règles hyper douloureuses et c'est vraiment très compliqué. Ça, c'est le premier point. Il y a des femmes également, enfin des jeunes filles, qui effectivement entrent dans la maladie par le symptôme, c'est-à-dire je suis tombé dans les pommes, je tombe dans les pommes à chaque fois que j'ai mes règles, c'est très difficile, j'ai très mal, donnez-moi quelque chose. Il y a d'autres symptômes qui sont alors encore plus pas bizarres, mais qui sont vraiment difficilement rattachables à cette maladie. Ça peut être des douleurs abdominales, mais alors des douleurs abdominales, attendez, c'est vraiment qui n'a pas eu mal au ventre une fois dans sa vie. Ça peut être du sang dans les selles, ça peut être du sang dans les urines. Mais alors, le signe qui, à mon avis, est celui qui doit le plus nous alarmer, nous alerter, mais qui est le très compliqué à avouer et très compliqué à aller chercher, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie. Ce sont des douleurs au moment des rapports. Et là, c'est rare quand même qu'une jeune fille vienne consulter en disant « Docteur, quand je couche avec mon petit copain, j'ai mal ». Donc c'est plutôt nous, dès lors qu'on commence à évoquer, à penser à une endométriose, parce que franchement, il faut y penser. C'est pas un truc auquel on pense de prime abord, ce qui est un tort, hein, parce que je pense que la fréquence est quand même très élevée. Il faut savoir poser la question, avez-vous des douleurs au moment de vos rapports? Et là, c'est bingo, parce que si la réponse est oui, on sait très bien qu'à ce moment-là, on peut s'orienter vers un diagnostic d'endométriose. Alors vous, docteur Alouche, vous êtes gynécologue. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes que vous pouvez rajouter à ceux que vient d'évoquer le docteur Herbstein? Oui, alors il y a d'autres symptômes, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Herbstein. Effectivement, ce ne sont pas forcément des symptômes très spécifiques, donc parfois, c'est parfois difficile de faire un diagnostic. Le principal symptôme
j'y reviens, c'est effectivement la douleur. La douleur peut revêtir plusieurs formes. Donc, ça peut être une dysménorrhée, c'est-à-dire une douleur au moment des règles, une douleur anormale au moment des règles. Ça peut être, ce qu'on a dit, une dyspareunie, donc c'est-à-dire une douleur au moment des rapports. Et là aussi, les patientes ont du mal à en parler d'emblée, encore plus difficilement avec un médecin généraliste. Avec un gynécologue, c'est peut-être plus facile pour elles d'en parler, mais même avec un gynécologue, en général, on doit les questionner pour savoir si elles ont des douleurs à ce moment-là. Ça peut être aussi des douleurs au moment de la défécation, on va avoir des défécations douloureuses, et parfois des douleurs au moment de faire pipi, la dysurie, où il y a des difficultés à uriner. Alors, qu'est-ce qu'on a comme comment faire la différence entre des douleurs normales, on va dire. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, il faut bien comprendre, il y a un message à passer, c'est que toutes les femmes qui ont des règles douloureuses n'ont pas forcément de l'endométriose. Oui. C'est important à dire parce que en ce moment, actuellement, on a beaucoup de campagnes d'information sur l'endométriose et régulièrement, on a des jeunes filles qui viennent nous voir affolées en disant ça y est, j'ai de l'endométriose, que dois-je faire, docteur? Faut m'opérer, il me faut faire des IRM. Pas forcément. Voilà. En fait, il faut savoir que les moyens de faire le diagnostic d'endométriose est d'abord clinique et donc on peut soupçonner une endométriose quand les règles sont douloureuses. Si ces douleurs, elles sont cycliques et reviennent à chaque fois avec les règles, si ces douleurs résistent à un simple traitement antalgique ou à un traitement antispasmodique, du spasfon, du paracétamol, si ça ne passe pas avec ça, ça peut être déjà un facteur d'inquiétude. Et puis surtout, si la douleur, elle empêche la patiente de mener à bien ses activités quotidiennes. C'est-à-dire si elle empêche d'aller en cours ou d'aller à l'école, d'aller en cours, d'aller travailler, si elle doit rester allongée uniquement au moment des règles ou tout au au long moment des règles. Déjà, les premiers symptômes, c'est surtout au moment des règles. Parce qu'on a le droit, comme l'a dit le docteur Epstein, d'avoir des douleurs abdominales pour d'autres raisons. Donc, au départ, en tout cas, l'endométriose, elle donne des douleurs que au moment des règles. Voilà. Après, ça peut être aussi diagnostiqué devant des règles abondantes, si elles durent plus que 7 jours, s'il y a des caillots. Ça peut être des signes, ce qu'on appelle d'adénomiose, c'est-à-dire de l'endométriose qui va atteindre la partie musculaire de l'utérus. Donc, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent même entraîner des saignements en dehors des règles. Donc, tout ça, c'est le symptôme douleur. Il est présent dans 50 à 91% des patients. Et à quelle fréquence à quelle fréquence est-ce qu'on peut voir des patients d'endométriose? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de courant? Alors, ce qui est courant, c'est d'avoir des parce règles qu'on en entend douloureuses. beaucoup. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on entend beaucoup parler ces dernières années d'endométriose. Et donc, on se demande si avant, ça n'existait pas ou si juste on ne savait pas, quoi. Ça a toujours existé, l'endométriose, mais c'est vrai qu'avec les campagnes d'information qui incitent les patientes à en parler, qui incitent à dire que c'est pas normal qu'elles restent allongées pendant 2 jours, qu'elles puissent pas aller au travail ou à l'école, on n'est pas dans une situation normale. Donc, auparavant, il y avait beaucoup de patientes. Aujourd'hui, la mère dit, j'ai eu ça quand j'étais jeune, c'était pareil, c'est normal, elle va pas en cours. Là, actuellement, on considère qu'on n'est pas dans une situation normale, qu'il faut prendre en charge ce genre de maladie. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus dramatiser des situations et rendre endométriosiques des patientes qui ne le sont pas. Ah oui. Donc, si je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'endométriose, ce sont des bouts de tissu de l'endomètre, donc qui est une partie de l'utérus, qui quitte cet organe pour aller un petit peu faire le balagan, j'ai envie de dire, dans tout le reste du corps, avec tous les symptômes que vous avez cités. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, docteur Alouche. On a introduit cette émission en disant que c'est une pathologie qui touchait les femmes, mais vous avez donné l'exemple des courses. Ça veut dire aussi que l'endométriose peut toucher les jeunes filles. Donc, j'ai de nombreuses questions qui me viennent. À partir de quel âge peut-on diagnostiquer l'endométriose? À partir de quel âge ces symptômes peuvent survenir? Et puis, est-ce qu'il y a un contexte héréditaire? Est-ce qu'il y a un contexte familial d'endométriose? Oui, alors ça fait plusieurs questions en une, mais effectivement, l'âge de survenue de l'endométriose, il est variable. Il faut savoir que c'est une maladie hormonodépendante, donc elle dépend principalement d'une hormone qui s'appelle les œstrogènes. Elle n'est sécrétée qu'à partir de la puberté. Donc on ne peut pas avoir d'endométriose chez les fillettes, d'accord, chez les patientes prépubères. Elle peut arriver elle ne peut arriver qu'après les règles. Alors après, l'âge moyen de survenue de diagnostic d'une endométriose, c'est 27 ans. C'est-à-dire que le plus souvent, le diagnostic, il est plus facilement fait après la trentaine, entre 30 et 40 ans. Et
justement, c'est sûrement à cause de ça qu'il y a des campagnes d'information, puisque beaucoup de patientes, il a été établi que le délai de réalisation du diagnostic d'endométriose, le délai moyen est de 7 ans. C'est-à-dire que les patientes, elles vont souvent errer, soit ne pas consulter du tout, soit aller consulter leur médecin qui va leur dire c'est pas grave, c'est normal, et puis elles vont souffrir comme ça pendant plusieurs années. Et donc c'est pour ça que c'est important. Je vous interromps, docteur Alouche, avant de revenir sur l'hérédité. Docteur Erpstein, c'est votre sentiment à vous aussi, cette errance diagnostique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, moi, si vous voulez, j'arrive tout doucement à la fin de ma carrière. Sincèrement, l'endométriose, ça fait que quelques années, je m'y intéresse que depuis quelques années. Avant, jamais. Il y a d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses ce soir et c'est vachement bien parce que j'ai jamais pensé aux alternances diarrhée-constipation et la question de poser, on dit ouais, c'est des colopathes, hein, voilà, bon. La question à poser, est-ce que c'est rythmé par les cycles? Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Tu vois, comme quoi il y a encore beaucoup de travail pour informer le corps médical par rapport à cette pathologie. Hein. Mais peut-être justement parce que c'est une maladie qui touche des secteurs, j'ai envie de dire, à des choses tellement intimes qu'on a du mal à en parler, même à son médecin, même à son gynécologue. Mais, je crois que ça va même au-delà. Je pense que c'est un problème quasiment biblique. Hein. C'est les femmes sont là pour avoir mal, donc tu enfanteras dans la douleur, tu auras tes règles dans la douleur. Point, c'est terminé. C'est-à-dire que ça peut paraître idiot ce que je viens de dire, mais dans l'inconscient des gens, c'est quelque chose qui est encore très très ancré. C'est-à-dire que bon, avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai mes règles, j'ai des règles douloureuses, hein, j'ai des très fortes dysménorrhées. Oh bah c'est pas grave, ma fille, j'en avais aussi. Tais-toi et serre les dents et prends un Doliprane et ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est très ancré dans les inconscients et sur lequel il faut qu'on travaille de manière à pouvoir faire exploser un peu ces idées reçues pour pouvoir un peu traiter correctement ces jeunes femmes. Alors c'est une excellente transition. J'ai eu la même chose, ma fille, quand j'avais ton âge. On revient sur l'hérédité. Tout à fait. Mais je voulais rajouter aussi, par rapport à ce que vient de dire Galit, ça touche des choses intimes, oui et non. C'est-à-dire que une alternance diarrhée-constipation, c'est pas des choses intimes, c'est des choses pour lesquelles on va consulter son médecin. Et il y a aussi un autre symptôme dont je n'ai pas parlé, c'est la fatigue chronique. Là aussi, une patiente est fatiguée, elles sont tout le temps fatiguées, elles toujours. Eh bien, la fatigue chronique, c'est pas un signe direct d'endométriose, mais c'est un signe indirect. C'est-à-dire qu'une patiente qui doit gérer quotidiennement une douleur forte, qui est régulière, constante, qui est invalidante, la patiente elle va puiser dans ses réserves. Et puis l'organisme, il n'a pas le temps de récupération. Résultat, elle doit se lever le matin, des fois, pourquoi elles dorment pas la nuit? Parce qu'il faut se lever pour aller faire pipi plusieurs fois, parce qu'elles ont mal, elles doivent travailler le lendemain matin, elles sont fatiguées. C'est un symptôme, c'est vrai que c'est pas un symptôme spécifique, mais c'est un symptôme qui va avec le diagnostic d'endométriose. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir faire un tableau clinique des patientes qui vont être sujettes à l'endométriose. Alors, pour répondre à votre question sur la maladie héréditaire, c'est effectivement une excellente question. On sait qu'il y a des familles où tout le monde a de l'endométriose. Il faut savoir que lorsque un membre de la famille au premier degré, c'est-à-dire une sœur ou la mère ou même la grand-mère ont eu de l'endométriose dans leur vie, le risque est multiplié par 5. Wow. Alors, pourquoi on sait que les chercheurs ont prouvé qu'il y a des familles qui ont plus souvent de l'endométriose. Alors, est-ce que c'est un problème génétique ou est-ce que c'est un problème environnemental? Selon certains chercheurs, il y a certains gènes qui prédisposent à la maladie, car on sait que l'endométriose est plus fréquente chez certaines familles, mais en fait, actuellement, personne ne sait lesquels. On ne sait pas quels gènes peuvent prédisposer. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que les familles, elles vivent ensemble. Elles vivent dans les mêmes foyers en général. Donc, quand une mère et une fille a de l'endométriose, elle est exposée aux mêmes facteurs environnementaux. Et donc, la question sur les facteurs environnementaux, vous l'avez posée aussi, cette question-là. Oui. Hein. Donc, cette question-là, elle est très intéressante parce que on n'a pas de certitude. Mais on soupçonne, on sait très bien que les fameux perturbateurs endocriniens que tout le monde connaît, qui reviennent à toutes les sauces, il y en a un, par exemple, qui s'appelle le bisphénol, qui sert à fabriquer les plastiques, en polycarbonate, les résines. On sait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être incriminé dans l'endométriose. Pareil, la surconsommation d'alcool, ou la pollution de l'air.
Il y en a certains qui pensent que la consommation de viande rouge ou d'acides gras saturés pourrait favoriser l'endométriose, et puis la consommation de légumes verts pourrait la diminuer. Tout ça, ce sont des hypothèses. On ne sait pas, on soupçonne que ça pourrait avoir un impact. Je vais poser une question extrêmement cash, qui pourrait mûrir dans la tête de certaines personnes à ce moment-là. Est-ce qu'on peut considérer l'endométriose comme étant un type de cancer ? Alors justement non, c'est le côté positif de l'endométriose, ça a beaucoup d'effets négatifs, ça peut avoir beaucoup de conséquences, mais le côté positif c'est que ce n'est jamais une maladie cancéreuse, c'est une lésion bénigne. Aucune patiente ne va mourir d'endométriose, même si elle n'est pas traitée. Elle va peut-être souffrir, elle va passer une vie difficile, mais on n'en meurt pas, ça ne peut pas dégénérer en cancer. Alors justement, par rapport à ça, tu demandais si c'était, ça pouvait être lié à un cancer ou assimilé à un cancer. Vous, docteur Erfchen, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez constaté que le diagnostic de l'endométriose est un diagnostic isolé ou qu'il intervient dans avec l'apparition d'une autre maladie, d'une autre pathologie simultanément? Alors, il existe des parentés, enfin des comorbidités, des maladies qui sont, on retrouve l'endométriose dans pas mal de maladies, et là, ça devient très intéressant. Si, ça devient intéressant parce que ça permet de tirer un fil, et à ce moment-là, on va découvrir de tas de choses qui vont pouvoir influer sur le destin des patientes d'une manière positive, parce que justement, on va les prendre en charge très correctement en fonction de certaines pathologies. Alors, on sait maintenant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de clairement établi, qu'on retrouve plus de maladies auto-immunes chez les femmes qui font de l'endométriose, et là, on retrouve un peu on retombe sur les facteurs environnementaux, les perturbateurs endocriniens, etc., parce que là aussi, on sait que tous ces facteurs sont très favorables de maladies auto-immunes. Alors, les maladies auto-immunes, ça peut être ce qu'on appelle le syndrome sec, la maladie de Sjögren, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques. Alors là, ça devient un peu moins rigolo. Et puis, comme l'a dit le docteur Alouche tout à l'heure, les femmes qui font de l'endométriose ont 100 fois plus de risques de souffrir de fatigue chronique et 2 fois plus de faire de la fibromyalgie. Donc là, on est quand même sur des choses qui sont quand même assez sérieuses. Alors, on retrouve également des problèmes hormonaux, puisqu'on sait que les femmes qui font de l'endométriose font beaucoup plus d'hypothyroïdie, enfin des problèmes de thyroïde que les autres. Et puis alors, l'asthme. Les femmes endométriosiques font plus d'asthme que les autres et beaucoup plus d'allergies. Mais ce sont des rapports qui sont assez remarquables, parce que par exemple, la population générale, c'est 18% des allergies, c'est 61% chez les femmes qui ont de l'endométriose. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant parce que une jeune fille, 18-19 ans, qui vient nous voir en disant docteur, voilà, j'ai mal pendant mes règles, et puis après on commence un peu à discuter. Effectivement, elle a des douleurs pendant les rapports. On va un peu plus loin. Le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir 15 ans parce que j'ai du mal à me mettre en marche. J'ai des raideurs partout. Puis en plus, on continue encore. J'ai un syndrome sec, enfin j'ai la bouche sèche, les yeux secs. On commence à chercher ou à suspecter ce qu'on appelle la maladie de Sjögren. Et puis là, bon, si on tombe sur un Sjögren, à ce moment-là, ça va nécessiter des grosses surveillances pour éviter plus tard de grosses catastrophes. Donc, si vous voulez, ce sont des choses, c'est comme des dominos qui sont très intéressantes et qui permettent surtout d'éviter à nos patientes quelques embûches qui sont pas très agréables. On a beaucoup parlé des symptômes jusqu'à présent. Il nous reste 2 points importants à soulever. Le premier, comment établissons-nous le diagnostic de l'endométriose? Et puis le deuxième, on va en parler également, une fois que le diagnostic est posé, comment est-ce que ça se traite? Bien sûr. Alors, le diagnostic de l'endométriose, il faut bien savoir que c'est quelque chose de clinique. C'est un diagnostic clinique. C'est-à-dire, on va questionner la patiente, l'interroger sur l'historique des symptômes, comment ils ont commencé, est-ce qu'ils ont commencé avec les règles. C'est principalement clinique. Une patiente qui va avoir des douleurs qui ne sont pas du tout liées aux règles, et d'emblée, on va pas forcément s'orienter vers l'endométriose. Après, il faut se méfier, puisque les lésions d'endométriose, lorsqu'elles évoluent, elles peuvent évoluer. Je vous ai dit que c'était une maladie hormonodépendante, donc elles dépendent justement des œstrogènes. Donc, les lésions d'endométriose évolutive, eh bien, elles dépendent des œstrogènes.
Par contre, lorsqu'elles vont créer des dommages à l'intérieur de l'organisme, c'est-à-dire que ce soit au niveau du côlon, du péritoine, de l'urtère, c'est des lésions fibreuses qui ne sont plus dépendantes des œstrogènes. Résultat, elles peuvent être responsables également de douleurs qui ne vont plus être liées au cycle. Donc, à terme, les douleurs, une fois qu'une patiente souffre depuis 10 ans, 15 ans, elle peut avoir mal tout le temps. Et ça peut être lié à l'endométriose. Vous parlez d'un diagnostic clinique. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'examen de type imagerie ou autre, une biopsie pour confirmer le diagnostic? Alors, non, on ne fait pas de biopsie pour l'endométriose. Par contre, il y a d'autres examens. Moi, ce que je disais, c'est que le diagnostic, il est principalement clinique, c'est-à-dire que avec l'interrogatoire et avec l'examen. C'est-à-dire que lorsqu'elle vient au cabinet de gynécologie, d'abord on la questionne sur la localisation des douleurs, ensuite on l'examine, on va palper le ventre, mais on va aussi introduire un spéculum qui va permettre de regarder le cul-de-sac vaginal et faire un toucher vaginal qui va nous permettre de rechercher des nodules d'endométriose qui peuvent être au niveau du cul-de-sac vaginal, ils peuvent être situés absolument partout. Donc on va rechercher de manière très attentive ces lésions-là. C'est rare qu'on les trouve, mais quand on les trouve, on a déjà un diagnostic. Ensuite, là, il y a l'échographie. L'échographie, c'est un diagnostic, c'est le prolongement de notre examen clinique, l'échographie. La plupart des gynécologues ont dans leur cabinet un appareil d'échographie avec lequel on peut rechercher des lésions. Le problème, c'est que les lésions de l'endométriose ne sont pas toujours très spécifiques. L'échographie n'est pas un très bon examen pour faire le diagnostic d'endométriose. On peut rechercher si les lésions sont évoluées, on peut rechercher des nodules, mais il est difficile de les mettre en évidence. On peut rechercher également un kyste ovarien. L'endométriose peut atteindre également les ovaires et entraîner des kystes ovariens qui ont un aspect spécifique à l'échographie. On sait les décrire, ces techniques, on sait définir avec une échographie, quand on a un kyste ovarien, s'il ressemble à de l'endométriose ou pas. Donc l'échographie peut être d'une aide diagnostique, mais en aucun cas ça nous permet d'éliminer le diagnostic d'endométriose. Une échographie normale n'est pas incompatible avec le diagnostic d'endométriose. Alors après, comme autre examen qu'on a qui est plus élaboré, c'est l'IRM, les MRI, qui doit se faire avec des radiologues spécifiques parce que l'endométriose, elle est difficile à trouver, elle se cherche au niveau du péritoine, il y a des nodules particuliers à rechercher. Et donc, en France, je sais qu'il y a des services qui sont spécialisés dans la recherche d'endométriose parce qu'on peut facilement passer à côté, même avec une MRI. Donc, l'IRM est un moyen de faire le diagnostic. Mais la question, c'est, parce que là aussi, est-ce qu'il est indiqué de faire une IRM chez toutes les patientes chez qui on soupçonne l'endométriose? La réponse est non, parce qu'on va y venir par rapport au traitement. Le traitement sera le même dans tous les cas pour commencer. Alors justement, ce que vous nous dites maintenant, c'est que le diagnostic est principalement clinique et on s'aide de l'échographie pour avoir éventuellement un petit peu d'imagerie et que c'est exceptionnel qu'on arrive à une autre technique qui est celle de l'IRM. Le diagnostic est fortement suspecté. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on traite? Alors, le traitement, on commence toujours par un traitement médical, c'est-à-dire on va essayer de donner des médicaments pour justement éviter les règles. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'endométriose est une maladie hormonodépendante qui dépend des œstrogènes. Le principe des traitements médicaux, c'est de priver l'organisme de l'œstrogène, puisque c'est l'œstrogène qui va nourrir les cellules de l'endomètre et donc les cellules de l'endomètre qui se situent ailleurs. En empêchant la survenue des règles, les lésions d'endométriose, elles ne vont pas se développer. Elles vont arrêter de donner des douleurs et donc les douleurs vont s'atténuer ou bien disparaître grâce à ce traitement. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Le premier traitement, le traitement de choix qu'on donne, surtout aux jeunes filles, c'est la pilule. C'est le premier traitement. On donne une pilule œstroprogestative qui permet de bloquer le fonctionnement des ovaires, de manière à ce que les ovaires cessent de fabriquer des œstrogènes. Et le principe, c'est de donner une pilule sans l'interrompre. C'est-à-dire, on ne fait pas forcément la pause de 7 jours ou de 4 jours sur un type de pilule, ce qui permet justement de ne pas recevoir de règles du tout. Et de cette manière-là, on fait disparaître, le plus souvent, c'est le but, les symptômes.
L'autre possibilité de traitement hormonal, c'est le stérilet hormonal, pas le stérilet classique. Il faut savoir qu'il y a deux types de stérilet. Il y a le stérilet hormonal et le stérilet au cuivre, non hormonal. Le stérilet non hormonal ne va pas du tout influencer les symptômes d'endométriose, puisque les douleurs vont rester et puis les règles vont rester, vont même être plus abondantes avec un stérilet non hormonal. Donc on utilise un stérilet hormonal, il y a plusieurs sortes, hein. Il y a 3 sortes, le Mirena, le Kilena et le Janes, qu'on utilise selon leur diamètre et selon que la patiente a déjà eu des enfants ou non. Et il va délivrer de la progestérone à l'intérieur de l'utérus. Grâce à cette progestérone qui est délivrée de manière continue pendant 3 ans ou 5 ans, eh bien, les règles, l'endomètre, il va rester très très fin. Et donc, la patiente ne va pas recevoir des règles, ou si elle reçoit des règles, ça va être des règles très peu abondantes et donc très peu douloureuses. L'argument des patients qui hésitent à poser ce genre de stérilet ou à prendre une pilule en continu, c'est de dire « Ah non, moi je veux avoir des règles parce que je veux que ça s'élimine, je veux pas que le sang il reste bloqué. » Alors là, je sais pas, c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Ça fait 30 ans que je suis gynécologue et 30 ans que j'entends la même chose et dans tous les pays. Et de toutes les origines, là en Israël, on voit des patients qui viennent de tous les pays et on s'aperçoit que ce mythe du sang qui reste bloqué et donc on veut évacuer le mauvais sang, eh bien, il persiste. Ce que j'explique régulièrement, c'est que quand il n'y a pas de règles du fait d'un traitement hormonal, eh bien, c'est que l'endomètre reste fin, et l'endomètre, c'est ce qui s'élimine au moment de la fin du cycle, et si cet endomètre reste fin, il n'y a rien à éliminer. Donc, une fois que les patientes ont compris ce principe-là, elles acceptent plus facilement le fait de ne plus avoir de règles. Mais aussi, pardon, en tant que femme, hein, si j'avais été concernée par ce que vous venez de dire, la première question que je vous aurais posée, c'est oui, mais d'avoir un cycle, ça permet aussi d'ovuler et donc de pouvoir procréer et donc de pouvoir avoir des enfants. Et est-ce que les traitements donnés à des jeunes filles qui bloquent donc ce processus ne sont pas après problématiques quand elles décident d'avoir des enfants? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de patientes, alors là aussi, il y a aussi des mythes des patientes qui pensent que parce qu'elles ont pris la pilule, elles vont avoir plus de mal à être enceintes plus tard. Là aussi, c'est un mythe. Il n'y a aucune raison d'avoir des difficultés à procréer sous prétexte qu'on a pris la pilule. Il suffit d'un oubli de plus de 12 heures pour être enceinte. Ouais. Alors, si on l'arrête un mois, on a quand même la pilule n'a pas d'efficacité rétrospective. Donc, pourquoi je dis que c'est l'inverse? C'est que une patiente qui va prendre la pilule, parce qu'elle a de l'endométriose ou non d'ailleurs, eh bien, elle va avoir une diminution du risque d'avoir de l'endométriose. Puisqu'on a bloqué les ovaires, on a évité que les œstrogènes soient fabriqués par l'organisme. Le résultat, c'est que s'il devait y avoir des lésions d'endométriose qui auraient pu se développer, elles ont arrêté de se développer. Et donc, lorsqu'elles voudront un bébé plus tard, elles arrêteront la pilule et elles ont moins de risques d'avoir des lésions évolutives. Mais le corps recommencera son fonctionnement normal, c'est-à-dire le fait d'avoir bloqué comme ça, c'est la prise en continu qui me pose question en tant que... Ce sont des traitements provisoires, en fait. Donc, la pilule... Oui, mais vous dites 5 ans, ça peut être des traitements de 5 ans. Ça reste provisoire, les ovaires sont au repos, ils seront reprendre dès qu'ils ne subiront plus l'influence des hormones de la pilule. À ce propos, il y a d'autres traitements qui existent. Il y a les analogues de la GnRH, donc c'est une injection qu'on fait tous les 3 mois qui va permettre de stopper le fonctionnement des ovaires. Ça va vous faire rentrer dans une ménopause artificielle, mais provisoire. C'est-à-dire que tant qu'on prend ces injections, ça vous rend ménopausé. Et donc, le problème, c'est que ça donne des symptômes de ménopause. Donc, c'est pas toujours agréable. On peut rajouter d'autres hormones pour diminuer ces symptômes-là. Mais de toute façon, c'est pas la solution non plus parce que ces traitements-là, on ne peut pas les prolonger plus que 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, parce que sinon, ça peut entraîner des problèmes d'ostéoporose plus tard. Et donc, on n'a pas envie ça peut être un traitement provisoire en attendant la ménopause, par exemple, ou bien pour traiter des épisodes très douloureux transitoirement en attendant de faire autre chose. Ça peut être efficace. Mais ce n'est pas un traitement au long cours. Donc, c'est pour ça que le fait de ne plus avoir de règles, ça ne va pas forcément influencer sur la fertilité. Par contre, l'endométriose elle-même, oui, elle peut influencer la fertilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 30 à 40% des patientes qui ont de l'endométriose ont des problèmes d'infertilité. Alors, elles ne sont pas toutes stériles,
mais elles ont des difficultés à procréer. Alors attention, le message que je porte, toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas stériles, heureusement, d'accord, mais on a une plus grande fréquence d'infertilité. Pourquoi? Parce que l'endométriose ne donne pas un terrain favorable à l'ovulation. Ça peut donner des adhérences, ça peut abîmer les trompes, ça peut abîmer les organes internes. Résultat, il y a beaucoup de médecins, de gynécologues qui conseillent aux patientes atteintes d'endométriose de ne pas trop retarder trop longtemps leur grossesse pour éviter que des lésions sévères s'installent et rendent la mise en route d'une grossesse plus difficile. Docteur Epstein, on a parlé maintenant du traitement hormonal, mais vous avez évoqué en début d'émission problème de dispersion de ces tissus vers d'autres organes qui peuvent provoquer d'autres symptômes. Est-ce qu'il y a d'autres traitements que le traitement hormonal qui peuvent être suggérés quand d'autres organes sont touchés? De toute façon, à mon avis, ce sont simplement ce sont des choses fonctionnelles. Et l'autre versant du traitement, de l'endométriose, des conséquences de l'endométriose, c'est donc ces comorbidités. Et après, ce sont le traitement des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, etc. Donc, ce sont surtout des traitements des conséquences, non pas de l'endométriose, mais d'une parenté pathologique qu'on peut retrouver à ce moment-là, quoi. Alors moi j'ai une question aussi à poser au docteur Alouche, et la chirurgie. J'avais lu qu'il y avait des équipes, notamment à Marseille, à Timone, où ils opéraient l'endométriose. Oui, tout à fait. J'allais venir justement sur votre question sur les lésions extra-pelviennes, sur des lésions digestives. Effectivement, il y a des traitements. Au sujet des traitements, j'ai parlé principalement, en première intention, c'est un traitement hormonal qui va bloquer les ovaires et qui va éviter la fabrication d'œstrogènes. Alors, ça va aussi influencer les lésions digestives, les lésions qui sont ailleurs. Pourquoi? Parce que même on peut avoir une lésion pulmonaire, hein, ça peut atteindre le poumon. On peut avoir ce qu'on appelle des pneumothorax spontanés, pneumothorax cataménial, ça s'appelle, qui revient. Normalement, pneumothorax, c'est de l'air dans la plèvre, c'est-à-dire dans la membrane qui enveloppe le poumon. Et en général, ça survient lors d'un épisode d'hyperpression ou lors d'un traumatisme. Là, ça survient spontanément, et puis ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est que ça survient tous les mois au moment des règles. Donc ça, c'est anecdotique, mais ça existe. Donc toutes ces lésions-là, même si elles ne sont pas directement liées à la gynécologie, si on est dans des lésions évolutives hormonodépendantes, le traitement va améliorer même ces lésions-là, même ces lésions digestives, en tout cas les symptômes liés à ces lésions. Donc c'est vraiment le premier traitement à faire. Le problème, c'est que une fois que l'endométriose est bien installée, qu'elle a transformé les tissus, elle a créé des nodules qui peuvent s'infiltrer, on l'a dit, vers les uretères, vers le tissu digestif, vers le côlon. Eh bien, ces nodules, ils sont très peu vascularisés, ils sont plus hormonodépendants. Même dans l'ovaire, lorsqu'on a un endométriome, c'est-à-dire un kyste ovarien de l'endométriose, il est indépendant, il est plus hormonodépendant. Il reste enfermé dans l'ovaire et donc il est indépendant. Résultat, si on a des douleurs liées aux adhérences, si on a des douleurs liées à l'infiltration de ces tissus, eh bien, elles ne vont pas être influencées par le traitement hormonal qu'on va prescrire. Et c'est là qu'intervient le traitement de deuxième intention qui est la célioscopie. Alors en français, on dit célioscopie, en anglais et en hébreu, on dit laparoscopie. Scopie, ça veut dire visualiser. Donc laparo, c'est le ventre, ça veut dire que c'est la laparoscopie. C'est une intervention chirurgicale, donc qui se fait sous anesthésie générale, où on va introduire par l'ombilic une caméra vidéo avec deux autres petites incisions de 5 mm de diamètre au niveau de l'abdomen pour pouvoir introduire des pinces. Et grâce à cette technique-là, on va pouvoir visualiser l'intérieur de l'abdomen. Et donc, faire le diagnostic, voir les lésions d'endométriose, c'est des petits nodules violets qu'on voit à l'intérieur du péritoine, à l'intérieur des ovaires, et puis on va pouvoir voir l'étendue du diagnostic. L'étendue des lésions endométriosiques, ça nous permet de voir où il y en a. Donc, des fois, on peut en trouver sur le diaphragme, c'est-à-dire juste derrière le cœur, on peut en trouver partout. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déjà confirmer ce diagnostic-là, faire des biopsies, c'est-à-dire aller prélever des morceaux si c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'on a le diagnostic visuel, et surtout aller détruire ces lésions. On va pouvoir soit les retirer
avec des instruments chirurgicaux, soit les brûler avec du laser, soit les coaguler. Il y a plusieurs techniques qui permettent de détruire les lésions d'endométriose. Mais parfois, on va avoir des lésions qui ont gelé, ce qu'on appelle le pelvis gelé, c'est-à-dire qu'ils ont gelé le péritoine, ils ont gelé l'abdomen. On ne peut pas rentrer dans l'abdomen tellement c'est collé. Et ça, c'est très difficile. Donc, on peut être amené à faire des laparotomies, à ouvrir le ventre complètement pour pouvoir gérer ces patientes-là. Et ce sont ces patientes-là qui vont avoir des lésions digestives, par exemple, une infiltration du côlon. Là, c'est très compliqué. C'est des interventions qu'on fait avec plusieurs spécialistes, c'est-à-dire que le gynécologue va peut-être opérer, mais il va faire appel au chirurgien digestif qui va peut-être faire une résection digestive, il peut faire appel à l'urologue s'il y a des lésions au niveau de la vessie. Donc c'est des prises en charge multidisciplinaires. Et avec le plus souvent, effectivement, comme le disait le docteur Epstein, il y a de plus en plus d'équipes spécialisées dans l'endométriose. Il y en a une à Bordeaux, en France, avec des médecins qui ont fait ça toute leur vie. Et donc, qui ont développé des techniques qui permettent à la fois de traiter l'endométriose et essayer d'éviter de détruire trop les organes. Parce que souvent, moi, j'ai commencé la gynéco il y a 30 ans, on faisait des célioscopies. On faisait énormément de célioscopies. Pour tous les kystes ovariens de plus de 2 cm, 3 cm, on allait opérer les patients. Et puis, dès qu'il y avait un petit kyste, on allait le retirer. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que plus on va opérer des patients, même si on fait attention, eh bien, on abîme les ovaires. Quand on va opérer une patiente de 15 ans ou de 16 ans, où on va enlever un kyste ovarien qu'on aurait pu ne pas enlever, eh bien, on va lui hypothéquer son capital d'ovocytes, son capital pour être enceinte après. Donc, la technique actuellement, c'est de tenter d'éviter au maximum de faire des interventions chirurgicales pour préserver justement le capital ovarien. Docteur Epstein, j'ai une dernière question à vous poser parce que là, de nombreuses téléspectatrices qui nous regardent sont en train de transpirer parce que des douleurs au moment des règles, et des problèmes de constipation, des petits saignements par-ci par-là, c'est quelque chose de relativement fréquent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour un petit peu les rassurer après tout ce que nous avons entendu pendant cette émission? De toute façon, à partir du moment où une jeune femme arrive avec des douleurs un petit peu, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est que dès qu'il y a des douleurs qui sont un peu inhabituelles, qui sont très violentes, et effectivement, c'est louper les cours, comme dire, tomber dans les pommes, ce genre de choses. Il faut venir nous voir, et à ce moment-là, on va en discuter, on va déjà un peu débrouiller les choses et éliminer le bon grain de livret. On va pas envoyer tout le monde chez les gynécos tout de suite. Et après, beaucoup de généralistes maintenant s'occupent un peu d'une consultation de première contraception. Donc on peut discuter déjà pour une première contraception et surtout d'expliquer, c'est exactement le même problème que nous on rencontre, de leur faire comprendre que les règles. Moi, j'ai un copain gynéco qui dit les règles ça sert à rien. Comme ça, au moins, ça c'est réglé. Si ça emmerde les gens, quoi. Donc, mais ça, c'est vraiment vrai, quelque chose qu'il faut leur faire comprendre et effectivement exposer les mythes tu enfanteras dans la douleur, tu auras mal pendant tes règles, tu auras tes règles tous les mois, etc., etc. Et puis évidemment, si jamais les choses ne sont pas prises en charge correctement et qu'on arrive un peu à une impasse, il faut savoir rapidement passer la main vers un gynéco. Le souci, c'est que nous, dans nos campagnes, la gynécologie médicale, ça devient comme l'ophtalmo ou la dermato, c'est qu'on n'en a plus. Il y a très très peu de gynécos, ou alors ils sont complètement surchargés, et après il faut les envoyer dans des centres un peu plus spécialisés, qui sont dans les centres universitaires, et là c'est difficile. Si vous voulez, la prise en charge de l'endométriose aujourd'hui hors ville universitaire est très compliquée. Docteur Hadouche, un mot pour conclure cette émission? Alors, 3 messages à faire passer, on en a déjà parlé. Déjà, toutes les femmes qui ont des règles douloureuses n'ont pas d'endométriose. Donc, calmons-nous. Deuxième chose, un message positif, l'endométriose n'est pas un cancer. C'est une lésion bénigne. Et la troisième chose, ce n'est pas contagieux. Pas une maladie sexuellement transmissible. Ça ne se transmet pas. Ça, c'est quelque chose de positif également. Et beaucoup de patientes peuvent penser, ce n'est pas le cas de toutes les maladies, malheureusement, mais en tout cas, l'endométriose ne se transmet pas, n'est pas un cancer. Et puis, tout le monde ne l'a pas forcément parce qu'elle a des règles. Voilà le message que je voulais faire passer. Après, il faut la prendre en charge correctement pour pouvoir éviter que les lésions se développent. Merci beaucoup.
Merci, docteur Epstein, d'avoir Moi, j'ai encore surtout participé. remercié le docteur Alouche parce que c'était passionnant et que j'ai appris énormément de choses et qu'on devrait former les généralistes à ce genre de discours. Parce que moi, je m'y intéresse un tout petit peu par le biais de la maladie auto-immune parce que c'est quelque chose. Pour moi, je suis plutôt interniste je suis autant interniste que généraliste, mais c'était passionnant, très très intéressant. Merci. Et puis évidemment, merci Galit d'avoir participé à cette émission Ben, et merci d'avoir à enrichi vous. de tes Trois hommes, connaissances de femmes. 3 hommes sur l'endométriose. C'est pas facile d'être une femme. Merci. Il fallait pas croquer la pomme. Fallait pas crever. On se retrouve très vite avec un nouveau sujet, un nouvel invité, toujours le docteur Epstein. À très bientôt pour Dieu de Dog sur ton MTV.